Voilà, après avoir fait donc une vidéo qui concernait donc les électrolytes, hein, les liquides, des substances conductrices qui sont des électrolytes qui vont engendrer des ions au travers d'une solution aqueuse, et donc fatalement des porteurs et donc des mobilités de porteurs et donc un courant électrique. Eh bien, d'une solution à l'autre, ça dépend la conduction. Ça dépend de la substance. La substance qui est la nature de l'électrolyte va faire en sorte qu'un électrolyte va conduire plus qu'un autre. Mais il y a aussi d'autres facteurs physiques, comme la température, qui va faire en sorte que plus la température est élevée, plus on va augmenter si vous voulez, la conductivité pour une même substance. Une même substance faite à différentes températures, ben, vous allez voir que la concentration, enfin la conductivité, ce qu'on appelle la conductibilité électrique, va augmenter pour la substance liquide ici, ou de l'électrolyte. Elle va augmenter parce que la température augmente. Donc la température est un effet favorisant la conductivité électrique. Donc le courant passera mieux si la température est élevée. Voilà, le courant passera mieux si la température est élevée dans la substance, bien sûr, de l'électrolyte. Et bien sûr la concentration. La concentration, plus vous élevez la concentration, plus le porteur de charge augmente, et plus fatalement la mobilité des charges, la migration des charges vers les électrodes, les moins vers les ions négatifs vers l'anode et les ions positifs vers la cathode, ben, cette migration-là, bon, on augmentera la mobilité si la concentration augmente. Voilà, si la concentration augmente, mais fatalement le courant passe mieux et ça veut dire qu'on a une meilleure, si vous voulez, une meilleure conductivité ou une meilleure conductibilité électrique. Alors, comment savoir si ça conduit bien ou pas? Ben, c'est grâce à une grandeur électrique qu'on appelle la conductivité ou la conductibilité électrique spécifique pour les substances électrolytiques. Voilà, qui est l'inverse d'une résistivité. Voilà. Alors, ceci a été déjà développé. Donc, c'est qui est égal à 1 sur O, bon, qui est en Siemens par centimètre. Vous allez voir la vidéo concernant la conductivité spécifique. Et vous allez voir que tout est développé là-dedans concernant tout ça. Alors, il y a juste un petit problème. Donc, lui, il varie en fonction du type, de la nature de l'électrolyte. Il va dépendre de la température et de la concentration. Des ions, bien sûr, la concentration des ions en présence dans la substance, c'est-à-dire dans l'électrolyte. Alors, la concentration qui augmente favorise, si vous voulez, favorise, si vous voulez, le passage du courant électrique. Bon, cependant, comme on peut jouer ici avec les concentrations, parce qu'il s'agit de substances liquides, on peut jouer avec les concentrations. C'est pas la même chose avec les solides, hein, on ne sait pas jouer avec la concentration, si ce n'est qu'en usine. Oui, en usine, on peut jouer avec les concentrations, mais pas quand on a un matériau en présence solide, ben, on ne sait pas jouer sur la concentration. Hein. La concentration signifie bien sûr solution, c'est la concentration d'une solution. Et pour que ce soit solution, il faut qu'il soit liquide. Mais si vous avez du cuivre ou du fer ou un amalgame ou peu importe d'éléments amalgamés, ben, il faut atteindre des températures de fusion de ces éléments-là pour pouvoir jouer avec les concentrations, pour les rendre liquides et jouer avec la concentration. Or ici, bon, les solides, bon, vous ne savez pas jouer sur les concentrations parce que vous n'avez pas des fours spécifiques pour aller jusqu'à des températures très importantes. Mais les usines les ont. Certaines usines ont des fours et peuvent permettre de, je veux dire, atteindre la température de fusion du fer, du cuivre, voilà, de l'aluminium et tous des matériaux voilà, qui sont solides à température ambiante. Par contre, l'eau et certaines substances dissoutes dans l'eau, en termes de grains qui sont dissoutes dans l'eau, mais bien sûr agitées dans l'eau, qui sont dissoutes, ben, permettent, je veux dire d'obtenir les concentrations que l'on veut. En laboratoire, il suffit de mettre, voilà, soit un peu plus diminuer soit l'eau, ou soit mettre un peu plus voilà, de sel s'il s'agit d'un sel, ou d'un acide s'il s'agit d'un acide, ou d'une base s'il s'agit d'une base. Donc on concentre en ajoutant de la substance, du soluté, ce qu'on appelle le soluté, base, acide et sel sont des solutés qu'on va mettre dans un solvant qui est généralement de l'eau pure, H2O.
Mais donc si vous augmentez le soluté, ben, vous avez la quantité de soluté par rapport à la solution qui est constituée de soluté et de solvant, eh bien, on a une concentration qui va évoluer vers l'augmentation. Si vous augmentez, bien sûr, la quantité de soluté. Maintenant, si vous diminuez la quantité de soluté, bon, comment ben, en enlevant de l'eau, par exemple, on peut enlever de l'eau, hein, on enlève de l'eau. À ce moment, la quantité de soluté va augmenter aussi, parce qu'on enlève de l'eau. Donc on concentre. Par contre, diluer, c'est rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau, donc le volume total, le soluté parmi le volume total pour lequel l'eau prend une plus grosse proportion, ben, je veux dire, la concentration en soluté diminue. Donc on a ce qu'on appelle une dilution. Donc augmenter la concentration, ben, c'est concentrer. Diminuer la concentration, c'est diluer. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on voit ceci, la conductivité spécifique qui est égale à 1 sur O, ben, on voit à aucun moment, elle fait apparaître la concentration. À aucun moment. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut définir une autre grandeur qu'on appelle la conductivité équivalente. Pourquoi équivalente? Parce qu'on fait intervenir, si vous voulez, qui fois V. Là, on a la conductivité spécifique fois un volume V. Et ce volume-là, qu'est-ce que c'est? Ben, bien sûr, c'est un volume, c'est en centimètres cubes. Déjà, le qui, il est en Siemens. Vous allez voir la vidéo précédente, il est en Siemens par centimètre. Si vous faites des Siemens par centimètre fois des centimètres cubes, vous avez des Siemens fois des centimètres carrés. Donc, le qui, 1 sur rho était en ohm mètre ou ohm centimètre. Voilà. Ce qui veut dire des ohm moins 1, centimètre moins 1, si je mets en mètre, hein, en centimètre. Je mets en centimètre ici, pas en mètre. Parce que les distances entre électrodes sont petites, hein, c'était de l'ordre de centimètres, donc je vais mettre des centimètres. Voilà. Et là, une ancienne unité, c'était le mho, qui est l'inverse de l'ohm, mais qui est aussi l'inverse en écriture. Hein. Ohm, l'inverse en écriture, c'était mho. Donc ici, les mots centimètre moins 1. Bon, qu'on n'utilise plus, c'est au pluriel, bien sûr, c'est avec un S. Aussi bien pour ohm que pour mho. Les mots, ben, c'est l'inverse de ohm et ohm, oméga. Et là, c'est un oméga à l'envers pour les mots. Ou généralement, on dit, on ne parle pas de mots, mais de Siemens. Parce que c'est une unité désuète qui n'est plus utilisée. Hein. Donc voilà, donc les mots, on n'utilise plus. Donc on utilise plutôt les Siemens et non pas des ohm moins 1. On utilise des Siemens, voilà. Donc on a des Siemens par centimètre fois des centimètres cubes, mais les centimètres moins 1 fois des centimètres cubes, centimètres moins 1 fois des centimètres cubes fois des Siemens, mais ça donne des Siemens centimètres carrés. Centimètres cubes fois des centimètres moins 1, c'est 3 moins 1, ça fait 2, ça fait 3 centimètres carrés. Donc on a bien des centimètres Siemens centimètres carrés. Voilà, parce que voilà, voilà. Et là, on a bien une concentration. On ne va plus jouer avec le qui. On va jouer avec ce qu'on appelle la conductivité équivalente, lambda. Non plus avec un qui. Parce que le lambda fait intervenir des concentrations, ou si vous voulez, l'inverse d'une concentration, d'une dilution. Donc on peut parler en termes de dilution ou de concentration, peu importe, on peut concentrer ou diluer. Et là, vous allez voir que le lambda va varier en fonction d'une dilution ou de concentration. Et donc, pourquoi ben, parce qu'on a fait intervenir la notion de volume. J'ai un volume ici. Je dirais même plus, j'ai un volume spécifique. C'est un volume spécifique qui est un volume qui est l'équivalent, correspondant à un équivalent gramme. Donc attention, quand on parle d'équivalent, il faut faire attention, je veux dire, voilà, au nombre d'équivalents que l'on a. Parce que si vous vous trompez au niveau du calcul des équivalents, vous n'aurez pas le bon calcul. Hein. Donc il faut déjà déterminer combien d'équivalents que l'on a. Voilà. Donc, s'il y a des nombres d'équivalents, on peut en avoir 1, 2, 3, enfin peu importe. Mais il faut tenir compte de ces valeurs 2, 3, parce que si vous ne mettez pas 2 ou 3 dans un calcul, ben, vous n'aurez pas la bonne réponse, parce que vous serez, si il y avait 2 équivalents, voilà, eh bien, si vous ne mettez pas le 2, ben, vous aurez un facteur 2 qui ne sera pas, vous ne serez pas bon au niveau de la réponse, au niveau d'un facteur 2. Si l'équivalent vaut 3, vous ne serez pas bon au niveau d'un facteur 3. Donc il faut bien regarder l'équivalent. Et donc fatalement, dans ce cas de figure-là, je peux parler en termes de volume ou en termes de normalité, puisque c'est la normalité qui parle des équivalents.
Voilà, on peut parler en termes de normalité. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a comment est-ce qu'on appelle ça on peut jouer avec la normalité. Bon, je vous rappelle que le V, ce sera l'inverse, si vous voulez, d'une concentration. Hein. Le V sera l'inverse d'une concentration. Voilà. Mais en tout cas, en centimètres cubes. En centimètres cubes. Donc, faire très attention à ça parce que il y a une valeur 10 exposant 3 qui apparaît dans les calculs qui est due à ces centimètres cubes. Qui est due à ces centimètres cubes quand vous faites des calculs. Faire très attention à ça. Le volume est explicitement exprimé en centimètres cubes. C'est le nombre d'équivalents grammes contenu dans une quantité. C'est le volume contenant, bien sûr, le volume exprimé en centimètres cubes, contenant un équivalent gramme de solution, si vous voulez. C'est exactement ça. D'où le nom lambda conductivité équivalente, parce qu'il contient un équivalent gramme. Voilà. Alors maintenant, le lambda, bon, on va regarder, on va faire une dilution. On va faire une dilution. Bon, et j'ai trouvé un tableau sur internet que je me suis permis de faire confiance, déjà de me l'accaparer, ça c'est de 1, et de 2, d'en faire confiance et de vous le restituer. Et d'en discuter, bien sûr. Bon, si c'est pour, et je fais confiance à ce tableau-là. Bon, je ne vais pas chaque fois que je refaire la mesure de ceux qui m'ont donné des tableaux, qui ont donné des tableaux sur internet. Non, je leur fais confiance, c'est pas mauvais, ben, tant pis pour ma pomme, c'est bon, tant mieux pour moi. Voilà, donc il faut bien que je fasse confiance à un site. Quels sont les sites de confiance? Ben, c'est moi qui estime que un site est plus de confiance que l'autre. Bon, maintenant, tout dépend de ma façon de donner la confiance. Si j'estime que la confiance est bonne, ben, j'estime que pour moi c'est bon. Mais si c'est pas bon, tant pis, ben, c'est à vous aussi à rechercher un petit peu si les valeurs que je vais vous donner sont exactes ou pas. Bon, ben voilà, ici j'ai un tableau de référencé qui provient d'internet. Voilà, qui vous donne exactement, bien sûr, en Siemens 6 cm², ou si vous voulez, en mho cm², ou encore en O-1, on ne le voit pas ici, hein, mais c'est des O-1 cm², mais en tout cas, c'est toujours les unités que je vous ai dit tout à l'heure ici. Hein, je vous ai dit qu'ici, on avait affaire à des Siemens cm², ou encore des mho cm², ou si vous voulez, les mots, bien sûr avec un, s'il y a plusieurs mots, et le mot c'est bon, un oméga à l'envers. Voilà. Ou si vous voulez, c'est un oméga exposant moins 1, c'est-à-dire un oméga à l'envers. Oméga exposant moins 1, c'est 1 sur oméga. Bien sûr, vous comprendrez. C'est bien sûr centimètre carré, j'ai oublié centimètre carré. C'est 1 sur oméga centimètre carré, c'est-à-dire l'inverse des ohms centimètre carré. Et l'inverse des ohms, c'est bon, des mots centimètre carré. Bon, mais ça, c'est une unité désuète qui n'est plus utilisée. Donc, bon, c'était anciennement. Bon, voilà. Alors, maintenant, ceci étant dit, ben, comme on peut jouer non plus, je joue plus avec le qui, mais avec lambda, ou qui fait intervenir un volume, ben, profitons-en pour faire intervenir un volume là-dedans. Parce que là, il n'y a pas de volume qui intervenait. Bon, profitons-en. Et justement, ici, on va faire intervenir un volume, et on va passer d'un volume ici qui est en litres, et là on va diluer avec 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres, 20 litres, 50 litres, 100 litres, 10 exposants 4. On est loin, hein. On était vite, hein. On est à 10 000 litres. Hein. 10 000. Et puis on peut encore continuer, 3 petits points, on peut encore continuer. Bon, voilà. Alors, ici on a pris différents, comment est-ce qu'on appelle ça? Différentes molécules. Bon, pour mesurer le lambda. Attention, parce qu'ici ça mesure le lambda. Hein. Je mesure le lambda. C'est-à-dire, bon, la conductivité équivalente, en fonction, maintenant, je peux mettre un volume, parce qu'il est fonction du volume. D'un volume, d'un équivalent gramme, bien sûr. Enfin, le volume renfermant un équivalent gramme de solution exprimé en centimètres cubes. Voilà, faire très attention à ça, parce que quand vous faites les calculs, on peut facilement le tromper si vous ne mettez pas un 10 exposant en 3. Et voilà. Et donc, c'est l'inverse d'une concentration, si vous voulez. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ici, on dilue, hein. Voilà, si c'est l'inverse d'une concentration, la concentration donc on a 1 sur O, 1 sur O, ou qui, voilà, sur C, ou qui sur C. Lambda vaudra, je ne sais pas si on voit à l'écran, ouais, tout juste, V c'est 1 sur C, inverse de concentration. Donc, c'est veut dire que
si on augmente la concentration, le lambda va diminuer. Voilà. Mais si je dilue, je diminue la concentration. Voilà. Si je dilue, je diminue la concentration, le lambda va augmenter. Bon. Mais là, on augmente le volume d'eau. Hein. Donc on dilue. On dilue avec de l'eau aussi. Hein. 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres. Là c'est, on met de l'eau ici. On met de l'eau, c'est une dilution. Oui, c'est de l'eau. Donc ici, on a une dilution. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Les lambda vont augmenter. Voilà. Ici, je dilue. Donc, le lambda, ici, va augmenter. Alors maintenant, voyons voir juste un petit truc. Alors, voilà. Donc, le lambda va augmenter. Bon, pour chaque substance, le KCl, c'est du chlorure de potassium. Le CH3COK, c'est de l'acétate de potassium. C'est le sel, c'est provenant de l'acide acétique CH3COH. Voilà. CH3COH qui est d'allure là, l'acide acétique, ou si vous voulez, l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque. J'ai bien dit méthanoïque avec un M, parce qu'il existe aussi l'acide éthanoïque. Pas confondre l'acide méthanoïque de l'acide éthanoïque sans M. Voilà. Il y en a un, c'est l'acide acétique, et l'autre, c'est l'acide formique. Voilà. Alors, ici, on a un acide acétique, on a l'acide chlorhydrique. Là, on a une... Oui, il faudrait que je le mette ici. Là, on a une base, hein, on a un acide. Je vais mettre A pour acide, B pour base, S pour sel. KCl, chlorure de sodium, sel. CH3COK, sel, parce que c'est un sel provenant de l'acide acétique. KOH, base. HCl, acide. CH3COH, acide, puisque c'est l'acide acétique. Voilà. Bon, et alors, bon, là-dedans, on a une base forte, parce que KOH, c'est une base forte, hein, je vous le dis tout de suite. HCl, c'est un acide fort, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une dissociation quasiment presque complète, hein, ces deux-là. En fonction de la concentration, bien sûr. Hein. Bon, vous allez voir qu'ils vont vite avoir leur dissociation complète. Que ce soit KOH, HCl. Donc on va atteindre une limite. Ça ne sert à rien de dissocier. Ouais, j'ai quelque chose à vous dire à propos de ça. Comment ça se fait que quand... Voilà, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir apparaître quelque chose. Que je vais expliquer d'ailleurs. Hein. Bon, tout d'abord, je voulais vous dire que on a pris en fonction des dilutions le KCl, qui est du chlorure de sodium, qui est un sel, le CH3COK, qui est l'acétate l'acétate de potassium, qui est un sel. On a KOH qui est une base, HL qui est un acide, acide fort, base forte. Par contre, CH3COH, c'est un acide faible. Hein. Ouais, ici, je vais appeler acide faible. Acide fort, et là, une base forte. Voilà. Alors, on dilue, et le lambda augmente. Ouais. Mais ça nécessite une explication, ça. Ça va nécessiter des explications. D'autant plus que, bon, vous voyez qu'ici, bon, pour le CH3COH, on commence à 1,32. Là, on commence à 301. Là, on commence à 184. Donc, vous voyez qu'ici, les conductivités, rien qu'avec voilà, un volume de 1 litre, elle est forte. Hein. On voit bien la force de la base et de l'acide. Oui, on le voit tout de suite. Alors que là, c'est très faible. Hein. Avec 1 litre, c'est très faible. Bon, ça veut dire que... Bon... à un moment donné, il est fortement dissocié. Là, il est fortement dissocié. Et puis, on aura une dissociation totale.
Bon, la Shell, là, il est fortement dissocié avec 1 litre, mais quand on arrive à 10 exposants 4, on est à 379. Mais à l'infini, si j'augmenterais 10 exposants 5, 10 exposants 6, énormément, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'on a une limite qui est 380, que tout est dissocié là. Tout est dissocié, on était déjà à 301 avec 1 litre, mais si je dilue, ben, tout va se dissocier complètement. Alors maintenant, il y a juste une explication à donner par rapport à ça, avant que j'entame les explications du tableau. Voilà. Alors, donc, suivant la nature de l'électrolyte, bon, si on a un électrolyte fort, le qui augmente. La conductivité augmente, c'est normal parce qu'on a un nombre de porteurs de charge à l'intérieur de la solution qui fait que plus vous avez des porteurs de charge dissociés, ben, plus ça va assurer une certaine mobilité et donc un passage du courant. Donc si on a un électrolyte fort, ben, le qui est élevé. Si on a un électrolyte faible, donc un électrolyte fort, le qui est élevé, conductivité forte, donc et électrolyte faible, mais le qui est petit. Bon, maintenant, si on dilue, logiquement, si vous diluez, en dilution, que doit faire le qui? En dilution, le qui, normalement, vous diluez, donc vous mettez de l'eau, le qui va diminuer, parce qu'en fait, logiquement, les porteurs de charge, il y en a moins parce que vous faites une dilution. Mais il y a un problème. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, il y a une seconde chose qui va se passer. C'est que quand vous mettez de l'eau dans la théorie d'Arrhenius-Oswald, mais ça, justement, ça, on a une prolifération comment on appelle ça, de charges, puisqu'en fait, la théorie d'Arrhenius-Oswald fait en sorte que la dilution crée des charges. Donc d'un côté, on a une dilution qui va faire en sorte que la conductivité diminue, mais d'un autre côté, comme vous diluez, vous ramenez de l'eau, eh bien l'eau va faire en sorte qu'on aura la création de charges. Donc il y a un antagonisme. Là, on a une diminution de la conductivité, mais d'un autre côté, on a une augmentation de la conductivité. Il y a un antagonisme. Mais il y a un effet qui est plus fort que l'autre. Je vais vous dire c'est lequel, c'est l'eau. Parce que, pourquoi? Parce que le qui diminue ici, elle ne diminue pas aussi vite que qu'on augmente le V. Le V augmente plus vite que le qui diminue. Le volume d'eau ici augmente beaucoup plus vite. Vous voyez bien, je vous ai fait un tableau. On avait 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres, 20 litres. Bon, on sature en eau, hein. Vous voyez ce que je veux dire, 100 litres, on sature en eau. La dilution est extrêmement grande, donc on sature en eau. Donc on a de plus en plus, si vous voulez, des dissociations. Ce qui n'était pas cassé va finir par se casser. Voilà, les molécules qui n'étaient pas cassées vont finir par se casser à force d'apporter, je veux dire, de l'eau. Donc on force sur la chose, on force sur la dose, c'est ça que je veux dire. Donc ici, le volume d'eau qui va augmenter, le fait d'augmenter ce volume d'eau à des proportions très importantes va faire en sorte qu'on a créé la création de charge et que ces créations de charge vont être d'autant plus grandes que ce qui diminue. Donc qu'est-ce qui est plus fort entre les deux? Ben, en fait, c'est si vous voulez, le volume va augmenter, donc on va dire plus vite que le qui diminue de gond, et donc fatalement, le lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va augmenter, puisque vous augmentez l'eau, vous augmentez la quantité d'eau, donc quelque part, vous cassez plus de structures et vous faites en sorte enfin la solution fait en sorte le fait de diluer va ramener plus de cassure, et donc plus de, je veux dire, d'autant plus que les volumes sont très élevés, donc on aura une conductivité qui va gagner par rapport à une conductivité qui diminue. On a une conductivité qui augmente ici par rapport à une conductivité qui diminue. Donc le résultat des courses, c'est que celui-ci, ce point de vue-là, il est plus fort. Donc on aura, comme celui-ci est plus fort que celui-ci, on aura une conductivité augmentante. Et donc comme lambda est égal à qui fois V, ben, fatalement, le lambda va augmenter en fonction que qui augmente. Si qui augmente, ben, lambda augmente. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui va se passer ici. Si vous allez diluer ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir
Voilà, vous allez diluer. Vous allez diluer. Attention que le facteur de dilution est repris dans le V, hein, le petit V. Voilà, il est repris dans le petit V. Hein. Voilà, et n'oubliez pas que c'est un équivalent gramme exprimé en centimètres cubes, donc quelque part, il faut bien mettre 10 exposant 3 dans les calculs. D'ailleurs, je ferai quelques calculs, et vous allez voir apparaître un fameux facteur 10 exposant 3, mais c'est parce qu'il est exprimé en centimètres cubes. Et puis on verra bien sûr que c'est exprimé en fonction de la normalité, parce que justement j'ai un facteur V, parce que le lambda est égal à qui fois V. Qui fois V. Bon là, on peut faire intervenir voilà, le volume est donc la normalité. La normalité interviendra ici. Mais ça, je verrai ça dans les calculs. Quand je ferai le calcul, on verra les bonnes unités à mettre. Mais ici, il faut exprimer ce tableau-là. Ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vous ai expliqué que bon, j'ai pris un sel, KCl, deux sels, une base forte, un acide fort et un acide faible. Voilà. Alors, là, on voit bien que ça part de 98, mais à un moment donné, bon, plus vous augmentez la dilution, et plus à un moment donné, à un facteur infini, on va dire très grande dilution, on a beau augmenter la dilution, bon, et ça stoppe. Ça stoppe. Voilà, ça va stopper. Voilà, ça va stopper. Alors, ça va stopper pour lui. Hein, à un moment donné, ça va stopper pour lui. Ça va stopper pour lui. Par contre, pour un acide faible, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout n'est pas dissocié à un facteur très grand de dilution. Tout ne s'est pas stoppé. Voilà, par contre, d'autres, tout s'est dissocié complètement. Alors on ne sait plus, je veux dire, continuer la dissociation. Vous avez beau apporter de l'eau, tout est dissocié. Qu'est-ce que vous voulez dissocier si tout est dissocié? Donc à un moment donné, la dilution, vous avez atteint un summum de la dilution, tout est dissocié. Par contre, pour les acides faibles, il faudra atteindre, tout n'est pas dissocié. Tout n'est pas dissocié. Donc à un moment donné, il faudra apporter une très grande, comment est-ce qu'on appelle ça, dilution qui ferait que les mesures seraient imprécises. On aurait une imprécision des mesures, et donc à ce moment-là, on fait appel à la notion du calcul. C'est le calcul qui va nous apporter, je veux dire, pour le lambda infini, pour les, comment on appelle ça, pour les acides faibles. Parce que tout n'est pas dissocié, il faudrait une très grande dilution. Donc ça, on va le faire par l'intermédiaire du calcul. Voilà. Bien sûr, on va faire intervenir des réactions chimiques, pour lesquelles on va faire intervenir des acides forts, bases fortes, parce qu'on connaît le lambda infini. C'est ce qu'on appelle le lambda limite. C'est-à-dire la conductivité équivalente limite atteinte pour les bases fortes et les acides forts. Pour les acides faibles, il faudra le calculer, mais on fera intervenir une réaction dans laquelle on fait intervenir des acides forts, bases fortes, où on connaît le lambda limite. Donc on pourra calculer le lambda limite du CH3COH sans aucun problème. On pourra le calculer. Alors, ce que je voulais dire, d'autre, c'est que le lambda limite sera compris entre 350 et 400 pour les acides. Vous allez voir pourquoi après. Je ferai une vidéo, je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'il faudra faire intervenir les anions et les cations et vous verrez que pourquoi. Voilà, parce que la conductivité limite de H+ est déjà à un certain niveau. Donc le lambda limite pour les acides sera compris entre 350 et 400. Donc ici, bien sûr, on a un acide faible. Voilà, la lambda limite est à 350. Voilà, pour un acide faible. Et bon, il peut atteindre une valeur maximale de 400. Donc il est compris entre, lambda limite est compris entre 350 et 400. Donc quand on a la plus forte dissociation complète, la dissociation complète, on ne sait plus dissocier. Et si on a un acide fort, ben, tout est dissocié. Tout est dissocié. Alors, je vous disais que le lambda limite, donc conductivité limite équivalente, va être compris entre 350 et 400 pour les acides. Voilà. Parce que on verra, quand je vais décomposer en anions et en cations, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer. Ben, c'est que la conductivité des acides contre du H+, ben, il vaut déjà une certaine valeur.
Donc c'est normal que on part d'une certaine valeur minimale pour aller jusqu'à une valeur maximale. Alors, la conductivité limite des, comment on appelle ça, des bases va être compris entre 200 et 250. Pourquoi? Parce que là aussi, quand je ferai intervenir les anions, elles démarrent à partir de OH-. Voilà, conductivité de OH-, parce qu'ils contiennent 2 OH-. Donc, qui est une valeur minimale. Voilà. Et donc, vous verrez que pourquoi on est, je veux dire, de 200 à 250. Alors, et puis, pour la conductivité des sels, elle est comprise entre 100 et 130. Voilà. Autant dire que les acides conduiront mieux. Je veux dire que les bases, et les bases conduiront mieux que les sels. On va dire ça comme ça. Alors, ouais, c'est pas pour rien qu'on prend dans les voitures de l'acide sulfurique. Hein. On prend de l'acide sulfurique, c'est pour certaines raisons, parce que ça conduit bien. On aurait pu mettre voilà, d'autres acides, mais l'acide sulfurique, on ça, bien sûr dilué, il est dilué. Hein. Alors, un certain pourcentage. Alors, ici, on part de le sel, on voit bien qu'on a 129 ici pour ce sel-là. Là, 100, eh bien, effectivement, on est compris entre 100. Bon, c'est un sel qui, à la fin, va donner une conductivité qui est même la plus basse des sels. Hein. Voilà, la plus basse des sels, voilà, c'est 100, conductivité la plus basse du 100, et la conductivité la plus haute, 130. Ce qui veut dire que, voilà, là, on a un sel qui conduit très bien, bien sûr à très grande dilution, hein, quand il est complètement dissocié, il conduit très bien ce sel-là, le KCl. Voilà, quand il est très dissocié, il conduit très bien. Celui-ci, quand il est très dissocié, ben, il conduit bon, moins bien que le KCl. Maintenant, les bases, bon, il n'y a pas plusieurs bases ici, j'aurais dû mettre plusieurs bases, plusieurs sels. Voilà, mais en tout cas, ici, on a un sel qui est KOH, qui est 237.6. 237.6, bon ici, voilà, il conduit bien, mais il est situé entre 200 et 250 en dilution, enfin en conductivité limite maximale, c'est-à-dire quand il est complètement dissocié, il fait 237 et qu'on peut aller jusqu'à 250. Et ça veut dire qu'il y a des bases qui vont jusqu'à 250 et qui là conduisent très très bien, plus fortement que bien sûr, il conduit déjà bien, hein, c'est quand même une base forte. Hein. Ouais, NaOH, c'est quand même une base forte. Mais il y en a qui conduisent encore mieux que le NaOH. Enfin, voilà, ici. Et 236, 381, qui est l'HCl. 381, ben voilà, l'acide peut aller jusqu'à 400. Bon, l'HCl conduit très bien aussi. Il conduit très bien, mais il y en a qui conduisent encore mieux. Voilà. Et les sels, bon, si on prend l'acétate de sodium, il conduit, bon, c'est pas le meilleur conducteur au niveau des sels. Hein. Quand il est complètement dissocié, c'est pas le meilleur conducteur. Parce qu'il est sur une base conductivité de 100. Et on peut voir ici que les acides conduisent mieux que les bases qui, eux, conduisent mieux que les sels. Parce que vous voyez que ça représente bien leur conductivité équivalente, limite, quand on est à très forte dilution. C'est-à-dire que tout est, comment est-ce qu'on appelle ça? Tout est dilué. Mais simplement pour les bases faibles, il y a un petit problème. C'est que bon, là, on sait continuer à les dissocier parce qu'ils vont pas se dissoudre complètement. Hein. Hein, voilà, lui, c'est des bases fortes. Un acide fort et une base forte, ils vont se dissocier très vite parce que ils sont déjà forts à la base. Donc bon, pour compléter, les compléter et terminer leur comment on appelle ça, leur dissociation, mais il faudra avoir un lambda limite et c'est possible de tout dissocier, tout. Mais on arrive à un lambda limite où on ne sait plus dissocier parce que tu es tout dissocié. Mais les acides faibles, bon, on arrive à 350, oui, un lambda limite, mais le problème c'est qu'il faudrait une très grande dilution pour pouvoir dissocier tout. Mais voilà, c'est pour ça que
Voilà, ça pose un problème. Et donc là, on va calculer ce fameux lambda limite. Voilà, je vous remercie. Ah, je suppose que je n'ai plus rien à dire là-dessus. 350, 380, ouais, ouais, voilà. Ça va, je vous remercie.